Alors la première, que pensez-vous du conflit entre la Russie et l'Ukraine? La France devrait-elle intervenir? Je réponds tout de suite à la seconde question, non. La France n'est ni alliée de la Russie ni alliée de l'Ukraine. Elle n'est pas partie intégrante de cette guerre. La Russie n'a pas déclaré la guerre à la France. D'ailleurs, Emmanuel Macron le dit. Donc nous devons au contraire tout faire pour trouver une solution pacifique. Nous étions déjà avant d'ailleurs responsables des fameux accords de Minsk entre la Russie et l'Ukraine qui définissaient un certain nombre de critères et nous n'avons, c'est le reproche que je fais d'ailleurs à Macron et même à Hollande avant et à Madame Merkel nous étions co-responsables de ne pas avoir fait appliquer ces accords de Minsk. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de guerre aujourd'hui. Ces accords de Minsk qui prévoyaient l'autonomie du Donbass, qui prévoyaient le principe que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Les Américains ont préféré conserver la possibilité de ce qu'on appelle la porte ouverte, c'est-à-dire la porte ouverte à l'Ukraine. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours, M. Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac, racontait qu'en 2006, Jacques Chirac avait proposé une garantie croisée de l'Ukraine par l'OTAN et par la Russie, avec comme principe le fait que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Et les Américains ont refusé et ont très mal reçu d'ailleurs l'envoyé de Jacques Chirac. Alors Zelensky, il était le président ukrainien devant les députés français ce mercredi. Il a demandé que Renault, Auchan et Leroy Merlin a quitté la Russie et cessé d'être les sponsors de la guerre. Est-ce que, pour vous, toutes les entreprises françaises doivent cesser d'entretenir des liens avec la Russie? Non. Vous savez, je veux bien qu'on prenne des sanctions contre Poutine parce qu'il a effectivement agressé l'Ukraine, il a effectivement, de façon scandaleuse, pas respecté sa souveraineté, ses frontières, etc. Oui, il est l'agresseur. Mais nous n'avons pas à nous tirer des balles dans le pied, voire dans la tête. Vous savez ce qui finance la guerre aujourd'hui de Poutine? C'est nos achats de gaz. Et vous savez qui achète le gaz? Ce sont les Allemands. Alors quand les Allemands cesseront d'acheter leur gaz, qui leur permet de se chauffer, qui leur permet de faire tourner leurs usines, parce qu'ils sont dépendants à 60% du gaz russe, eh ben, les Français pourront commencer à prendre des mesures. Moi, je ne veux pas que cette guerre se fasse au détriment de l'économie française et des entreprises françaises. Et il faut raison garder et il faut défendre nos intérêts. Alors, Éric Zemmour, en septembre 2018, vous étiez interviewé par Nicolas Bétou à l'Opinion. Et vous dites, dans une réponse à une de ces questions, est-ce que vous rêvez d'un Poutine français? Vous dites, ah oui, je rêve d'un Poutine français. C'est une phrase qu'on ressort aujourd'hui. Ah, ça, on me la ressort. Est-ce que vous rêvez toujours d'un Poutine français? Non, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire il y a maintenant presque 4 ans? J'ai voulu dire que Vladimir Poutine avait pris un pays qui était ruiné, qui était sorti de la fin de l'URSS, absolument en ruine et avec des dirigeants pitoyables comme M. Yeltsin, qui était un alcoolique notoire et qui avait vendu son pays à la fois aux oligarques et aux Américains. Donc il a simplement redressé son pays. À l'époque, vous savez, Jacques Chirac ne disait pas autre chose. Nicolas Sarkozy ne disait pas autre chose. Donc quand je disais un Poutine français, je voulais dire un patriote français, pas russe, qui redresse son pays et qui aime son pays et qui défend farouchement les intérêts de son pays. Ni plus, ni moins. Je ne comptais pas ni attaquer l'Italie, ni attaquer l'Allemagne. Il y avait quand même une dimension, je crois, un peu civilisationnelle dans votre admiration pour Vladimir Poutine. Vous y voyez, et vous l'avez souvent écrit, un rempart chrétien contre l'immigration ou l'invasion, pour reprendre vos termes, venant du Sud, défenseur des valeurs que vous considérez comme fortes, notamment de la famille ou des valeurs culturelles qu'il pouvait incarner. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui Vladimir Poutine agressant l'Ukraine avec des Tchétchènes qui crient Allahu Akbar avant d'intervenir dans l'Iran? Je vous avoue que c'est troublant, ce qui prouve d'ailleurs que dans la guerre, tout est possible et qu'on monte assez vite aux extrêmes. Je vois d'ailleurs qu'il y a aussi des islamistes tchétchènes du côté des Ukrainiens. J'ai lu ça dans le Figaro. Vous voyez comme quoi, dans la guerre, tout est possible. On est prêt à tout pour gagner. On le sait d'ailleurs, nous-mêmes, nous n'avons jamais lésiné pour prendre des troupes diverses. Non mais c'est pour vous dire que dans la guerre, après, il n'y a plus de principe. C'est ça que je veux dire.
Poutine le démontre, vous avez raison, ça me fend le cœur de voir des islamistes tchétchènes massacrer des Ukrainiens chrétiens, mais de l'autre côté, il y a des Tchétchènes qui sont avec les Ukrainiens, et par ailleurs, je vous dis, dans les troupes, vous savez, dans les armées françaises, dans l'histoire de France, on a pris de tout, que ce soit dans la grande armée de Napoléon, que ce soit dans les grandes armées de Louis XIV, que ce soit dans la guerre de 14. Une dernière chose, ça vous fend le cœur, mais est-ce que vous dites aussi, je me suis complètement planté sur qui était Vladimir Poutine? Non, si vous voulez, qu'est-ce que je dis? Je crois, vous savez, il faudrait reprendre ça dans son contexte, mais on n'a pas énormément de temps. Mais très vite, quand l'Empire soviétique meurt, quand le communisme s'effondre, il y a deux thèses qui s'affrontent, deux thèses philosophiques, intellectuelles, sur l'avenir. La thèse de Fukuyama, qui est tout va aller bien, la démocratie libérale deviendra le paradigme absolu. Et puis la thèse de Huntington qui est pas du tout, nous allons vers un conflit de civilisation entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la chrétienté. Je crois depuis le début à cette thèse. Donc je dis, il y a un conflit de civilisation et dans ce conflit de civilisation, je préfère qu'un chrétien orthodoxe comme Poutine, comme la Russie, soit avec nous, avec l'Europe, plutôt qu'avec la Chine. Moi, président, je ferai tout pour cela, pour qu'il y ait un ensemble européen et que la Russie ne se jette pas dans les bras de la Chine comme on le fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Okay. J'essaie d'être cohérent de façon géostratégique. Vous pouvez avancer, je pense. La question suivante, voilà, sur la tablette. Que pensez-vous de l'Union européenne aujourd'hui? Faut-il la quitter, faire rejoindre d'autres pays non membres? Je ne veux pas quitter l'Union européenne. 2, je pense que la France ne défend pas assez ses intérêts, qu'avec Emmanuel Macron, elle sacrifie tout à une chimère de fédéralisme européen, d'États-Unis d'Europe, de défense européenne. Tout ça n'existe pas, n'existera pas. 3, je pense qu'il faut défendre avant tout les intérêts de la France dans l'Union européenne sans la quitter. Et je note d'ailleurs que je le ferai pour le sujet majeur de l'immigration, c'est-à-dire que je préviens d'avance que je ne respecterai pas les traités et les jurisprudences européennes pour sauver mon peuple du grand remplacement, mais que je ne suis pas le seul, vous savez, à ne pas respecter les traités. La Commission européenne passe son temps à ne pas respecter les traités, que ce soit pour les aides d'État industrielles ou pour que ce soit la santé, où elle est intervenue alors qu'elle n'aurait pas dû intervenir. La Banque centrale européenne non plus n'a pas respecté les traités. Voilà. Donc il faut défendre les intérêts de la France dans une Union européenne dont il faut arrêter les développements fédéraux et l'extension des compétences de la Commission. Merci. Alors la notion de grand remplacement, les gens qui nous écoutent et qui nous suivent sur Brut ont vu d'ailleurs des éléments sur ce concept-là, cette notion-là. Ils ont vu sans doute des éléments, effectivement, mais qui ne sont pas les miens. Je pense que le grand remplacement, c'est, vous savez, vous sortez dans la rue, vous allez n'importe où, vous allez en banlieue parisienne et vous voyez des villes où on n'est plus en France, c'est-à-dire où les burqas et les voiles ont remplacé les robes et les jupes, où les kebabs ont remplacé les bistrots, où les boucheries halal ont remplacé les boucheries françaises, où la librairie halal a remplacé la librairie, où les femmes ne vont plus dans les cafés. C'est ça le grand remplacement. C'est qu'à partir d'un certain nombre, une population immensément musulmane impose son mode de vie et ses mœurs et sa civilisation. Et disparaît la civilisation française. J'étais à Aulnay il y a quelques jours et un jeune homme qui habite à Aubervilliers me disait qu'à Aubervilliers, dans les boutiques, on ne parle plus français. Et que dans la rue, il n'y a que des djellabas et que des voiles et des burqas. Voilà aujourd'hui une ville prétendument française qui n'est plus française. C'est ça le grand remplacement. C'est pas une vision parfois un peu caricaturale? Aulnay-sous-Bois, moi j'y suis allé aussi pas mal de fois et c'est pas ce que je vous parle d'Aubervilliers. Aubervilliers. Dans Aulnay-sous-Bois, il y a des enclaves. Mais dans toute la banlieue, il y a des enclaves. Il y a le Rincy, il y a tout ça. Aubervilliers. Parlez à ce jeune homme, vous verrez. Mais en y allant aussi, on voit aussi sur place que des gens parlent français, qu'il y a plein de commerces, que la vie se passe aussi très écoutez, c'est pas ce qu'il me dit. Et puis dans le grand remplacement, et on clôt ça quand même, il y a aussi, c'est aussi l'idée d'une organisation de ce grand remplacement par des élites. Pas du tout. Quand on lit Renaud Camus, c'est ce qui est écrit. C'est pas du tout ce qu'écrit Renaud Camus. Renaud Camus dit que c'est un processus historique, démographique. J'ai lu Renaud Camus et je le connais bien. Donc voilà ce qu'il écrit. Maintenant, qu'il y ait des organismes, je vais répondre à votre question honnêtement. L'ONU a parlé de grand remplacement pour le favoriser. L'ONU.
Il y a des conférences de l'ONU en faveur du remplacement de populations, c'est entre guillemets, de populations européennes par les populations africaines. C'est écrit noir sur blanc dans les résolutions de l'ONU. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un grand complot pour remplacer les populations par une autre. Il y a un phénomène démographique. Et aujourd'hui, les Français ont le choix entre la démographie et la politique. Si la démographie continue, en 2050-2060, il y a une majorité musulmane en France et la France n'est plus la France. On parlera tout à l'heure dans des questions, de la question d'intégration, puisque ça peut être une résolution à cette question que vous évoquez ici. On a la suivante. Question suivante. Si vous êtes élu président, quelle sera votre première destination à l'étranger? Question courte, réponse courte. Réponse courte, il y a deux possibilités. Soit je vais... je pourrais faire les deux d'ailleurs. Soit je vais dans les capitales des grands pays du Conseil de sécurité comme la France, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, pour aider au règlement de cette question ukrainienne. Soit je vais dans les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc et d'autres pays africains pour évaluer effectivement ce que j'ai appelé la remigration, c'est-à-dire le renvoi des étrangers clandestins, des étrangers délinquants, des étrangers criminels dans leurs pays respectifs. Des mineurs isolés, etc., que je renvoie à leurs parents. Il faut absolument qu'on organise avec ces pays-là le retour de ces étrangers qui sont chez nous indésirables. Vous avez promis un ministère dédié à cette question-là, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. On va ouvrir une nouvelle partie. Une nouvelle séquence sur la question suivante, monsieur Zemmour. Monsieur Éric Zemmour, est-ce que vous allez établir une égalité salariale entre les hommes et les femmes pour le même boulot? Mais d'abord, ce n'est pas moi qui décide comme ça en claquant des doigts qu'il y a une égalité salariale entre les uns et les autres, mais à travail égal, salaire égal, à travail égal, compétence égale, j'allais dire durée de travail égale, évidemment que le principe est l'égalité salariale et qu'il faut le faire respecter. Maintenant, simplement, ce que je dis, c'est que les chiffres avancés de différence entre les hommes et les femmes sont la plupart du temps fantaisistes, car ils ne tiennent pas compte de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les différences de métiers choisis, les différences de durée de travail, etc. À poste comparable, et à poste comparable, il y a à peu près 5%. 5,3%, voilà. C'est quand même... C'est déjà trop. C'est déjà trop. Comment... C'est déjà trop, mais c'est pas les 25% qu'on affiche régulièrement. C'est ça que je veux dire. Ça devrait être zéro. Comment on fait ? Bien sûr, vous avez raison, ça devrait être zéro. Mais après, vous savez, il faut évidemment continuer à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas cette stricte égalité. Mais après, on est dans l'humain, c'est-à-dire qu'on est dans l'évaluation des talents personnels. Vous voyez, après, on additionne et on dit ah bah, les femmes sont moins payées. Mais après, c'est chaque cas individuel. Il faut comprendre ça. 5%, c'est pas énorme, mais c'est encore trop. C'est énorme, c'est trop. C'est encore trop. Ouais. C'est encore trop, oui. Mais ça va se réduire. Et donc, ça va inéluctablement se réduire. Et de toute façon, il y a déjà des mesures de prise. Donc ça va se réduire. Le sujet, c'est le choix des métiers. En fait, on a le choix entre la liberté et l'égalité. Voilà. On voit que dans les pays scandinaves, les pays qui ont le plus fait pour l'égalité, les femmes choisissent le plus souvent et massivement des métiers entre guillemets féminins. Et donc qui sont le plus souvent moins bien payés dans le social, dans la santé, etc., dans l'éducation, etc. C'est leur choix. Elles ont le droit de faire le métier qui leur plaise. Vous pensez que c'est un choix et qu'il n'y a pas une société qui pousse les femmes à choisir plutôt ce genre de métier plutôt que des métiers de commandement, par exemple? Absolument. Je pense. C'est inscrit dans les gènes? Non. Les métiers de commandement, tout le monde commande dans son secteur. C'est pas ça, c'est pas la différence. La différence, c'est qu'ils choisissent pas. On choisit pas des métiers de commandement ou pas de commandement. On choisit des métiers dans les secteurs santé, éducation, ou alors ingénieur dans la finance, etc. Donc, ça serait un peu génétique que les femmes soient moins ingénieurs que. Non, c'est leur goût. Moi, vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui a maintenant une quarantaine d'années, qui a été une élève très brillante, qui a fait les mines. Vous voyez, des études supérieures, en mathématiques et matières scientifiques. Elle a commencé dans la finance, etc. Ça ne lui plaisait pas. Vous voyez, elle gagnait beaucoup d'argent, mais ça ne lui plaisait pas. Ni l'ambiance, ni le métier. Aujourd'hui, elle s'occupe d'art. Elle gagne beaucoup moins sa vie. Vous allez dire, elle est discriminée. Non, c'est son choix. Vous nous donnez un exemple, une histoire, et vous en faites une généralisation. Non, c'est vous qui faites une généralisation. Moi, je dis, il faut que les gens aient le choix. C'est tout. Et pourquoi, alors, dans ces cas-là, ne pas augmenter le salaire des formations, des fonctions dites féminines ? Et alors là, vous savez, là, vous êtes dans une critique globale du capitalisme.
Vous avez le droit, vous savez, on a vu comment ça se faisait quand on veut imposer à l'économie des règles aussi impérieuses. Ça finit dans le communisme et dans la misère. Il faut choisir. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour l'économie de marché, je suis pour le mérite, quel que soit le sexe. Le mérite, l'effort, le mérite. Je ne connais que ça. Et je ne crois pas à vos thèses sociologiques qui déterminent les tels ou tels. Je n'y crois pas. Il n'y a pas de déterminisme. Je pense que c'est idéologique. Il n'y a pas de déterminisme, c'est faux. D'accord. Au sujet des femmes, il y a des propos de votre part qui ont choqué. Vous avez dit en 2013 qu'elles n'incarnent pas le pouvoir, que le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'une femme ne peut pas diriger l'entreprise, qu'elle ne peut pas diriger le pays? J'ai parlé depuis le début, d'ailleurs j'ai revu avant de venir vous voir ces citations, et je dis déjà à l'époque le féminin et le masculin. Et je dis à chaque fois, il y a des exceptions, évidemment, je sais, je parle de Catherine II de Russie, par exemple. Je pourrais prendre d'autres exemples, Madame Thatcher, plus récents. Je parlais de type, de féminin et de masculin. Évidemment, dans l'histoire de l'humanité, vous voyez, le grand universitaire Emmanuel Todd a fait un livre récemment sur les hommes et les femmes, universitaire de gauche, je précise. Qui n'est pas du tout spécialiste du sujet. Mais ça fait rien. D'accord. Il a travaillé dessus, c'est tout. Vous savez, les spécialistes peuvent se tromper et des généralistes. Moi, l'histoire des mentalités a été inventée par des gens qui n'étaient spécialistes de rien. Vous savez, comme Philippe Ariès, qui se qualifiait lui-même de historien du dimanche. Un grand historien. Vous voyez, on est d'accord là-dessus. Et il n'était spécialiste de rien. Ouais, quand même. Donc, il a bien expliqué, par exemple, la différenciation entre les chasseurs, cueilleurs, vous savez, à l'aube de l'humanité. Mais de dire que si le pouvoir est aux mains des femmes, il se dilapide. Je parlais de masculin et de féminin, de grands types. Et j'expliquais simplement des sociologies et des imaginaires. Mais je ne vais pas passer la campagne à parler de ça. Oui, mais ce sont des propos que vous avez tenus. Ah, mais c'est des propos que j'ai tenus et que j'assume, je vous dis. Quand je parle du féminin et du masculin. Question suivante. Il y a la question suivante aussi, justement, quand on parle au sujet des femmes. Sur Mediapart, il y a 8 femmes, justement, qui vous accusent de comportements inappropriés d'agression sexuelle pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces accusations? Très simple, je n'ai jamais agressé aucune femme. Voilà. Comme par hasard, ça sort 3 semaines avant le premier tour. Moi, si vous voulez... ils ont commencé leur feuilleton quand on a parlé de ma candidature, et là ils recommencent avec les mêmes témoignages d'ailleurs, hein, ça tourne en rond leur truc. Mais désormais à visage découvert. Ah, mais désormais à visage découvert. C'est-à-dire que pour vous, c'est je n'ai agressé personne. Toutes ces femmes qui parlent aujourd'hui, qui racontent ces faits, elles mentent. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas mentir. Évidemment, mais ce que vous voulez dire justement, c'est que ces personnes qui témoignent aujourd'hui... Je n'ai jamais agressé une femme. On passe à autre chose. Non, dernière petite chose là-dessus. Est-ce que vous pouvez imaginer que des femmes se sentent agressées alors même que vous ne pensez pas les avoir agressées? Vous savez, je ne suis pas, moi, encore une fois, dans vos thèses sociologiques sur le ressenti. C'est pas moi, je ne connais que les faits. Les faits parlent. Si on rentre dans le ressenti, alors là, tout devient possible. Un homme peut être une femme peut être un homme, on se sent agressé, il y a des micro-agressions. Je ne crois pas à toutes ces thèses modernes. Moi, il y a les faits. Je n'ai jamais agressé aucune femme. On avance. Allez-y. On a une question suivante qui arrive sur la tablette, Monsieur Zemmour. Il faut juste faire défiler. Ah, pardon. Allez-y. Qu'entendez-vous par chasser l'idéologie LGBT des écoles? Ah, ben c'est très simple. Il y a aujourd'hui, dans de nombreuses écoles, des associations, en particulier LGBT, mais pas seulement d'ailleurs, des associations aussi antiracistes, Assa Traoré, Lilian Thuram, etc., qui viennent dans les écoles et qui endoctrinent les enfants. Moi, j'estime qu'ils n'ont rien à faire dans les écoles, que l'école c'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter, qu'il y a un gros boulot pour ça, vu l'effondrement du niveau, et que ces gens-là n'ont rien à faire dans les écoles. L'école doit être un sanctuaire. Si vous voulez, je vous donne un exemple encore, même si monsieur va dire que je prends un exemple. Mais moi, je n'admets pas qu'on demande à des enfants de 8 ans, de 10 ans, s'ils se sentent garçons ou filles. Je n'admets pas qu'on les pousse ensuite, parfois, vers des blocages de puberté par des médicaments. Je trouve ça ignoble. Attendez, quel rapport avec l'école? Ah bah c'est tout à fait, c'est à l'école qu'on fait cet endoctrinement. On vient à l'école. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25%, je crois, des jeunes, si j'ai vu un sondage, qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles. Vous croyez que ça sort comme ça? Ça sort comme ça vous croyez que dans ma génération, on aurait fait le même sondage, on aurait trouvé quoi? 0,0,0,1%. Donc, vous croyez qu'ils sont différents de nous, ces gamins? Non. Simplement, ils ont été endoctrinés.
endoctrinés par des gens qui viennent dans les écoles et qui leur racontent que l'important, c'est leur ressenti et qu'ils se sentent garçons, ils se sentent filles. En vérité, c'est du baratin, tout ça, cher monsieur. C'est tout simplement que l'adolescence et l'enfance sont le lieu, on l'a tous été jeunes, le lieu de la remise en question. On est troublé par l'arrivée comme ça de la sexualité. C'est normal, c'est humain, depuis que l'humanité existe. Des heures dédiées dans les collèges et les lycées à l'éducation, à la vie sexuelle et affective. Ce n'est pas la peine. On doit d'abord apprendre... On doit donc laisser des gamins s'éduquer sexuellement en regardant des vidéos sur YouPorn ? Non, on peut. Je propose aussi un contrôle parental systématique et déclenché automatiquement. Bon. Deuxièmement, bon courage. Bah oui, bah non, mais c'est bien. Mais c'est aux parents de faire la police. Donc il n'y a pas d'éducation. On laisse les jeunes sans. J'ai pas eu d'éducation. Vous n'avez pas eu d'éducation. Au XVIIIe siècle, ils n'ont pas eu d'éducation et il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème dans les relations entre les hommes et les femmes. Il y a toujours des problèmes. Il y en aura toujours. On essaie de trouver des solutions. Mais on n'a pas à éduquer les gens. On n'a pas à éduquer les gens. L'éducation, ce sont les parents. L'instruction, c'est l'école. C'est pour ça d'ailleurs que je rebaptiserai le ministère de l'Éducation nationale un ministère de l'instruction publique. Okay. Parce que justement, au nom de ça, au nom de l'éducation, on en est à l'endoctrinement. Moi, je ne veux plus de l'endoctrinement. Merci, on avance. On va voir sur la question suivante. Pourquoi êtes-vous contre le mariage pour tous? Écoutez, pour une raison simple, c'est que le mariage, c'est un homme et une femme. Le mariage, c'est fait pour protéger les enfants. Sinon, il n'y aurait pas de mariage. C'est ça à l'origine de la chose. Deux hommes peuvent s'aimer, évidemment. Deux femmes peuvent s'aimer, évidemment. Ça a permis à des gens d'être plus heureux, de pouvoir faire valoir leur amour dans des cérémonies. Mais vous savez, d'avoir des droits aussi plus importants. Mais vous savez, si vous voyez toujours, alors là, je vous renverrai l'argument de votre voisin. Il y a toujours des cas individuels, mais il faut voir l'intérêt de la société. L'intérêt général. En quoi ça dérange la société? Mais en quoi ça dérange la société? En quoi ça dérange la société de voir des gens qui peuvent être heureux de se marier comme... Vous êtes dans une idéologie bisounours. C'est pas une idéologie bisounours. Vous êtes un journaliste de la nouvelle génération, vous êtes de brut, donc vous êtes un gars de gauche, progressiste, et vous croyez à toutes ces chimères. C'est pas des chimères, moi je vois autour de moi des gens qui peuvent être homosexuels et très heureux. Mais bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Leur a permis justement... Mais il faut voir un peu globalement, cher monsieur. Voyez-vous, il faut arrêter de voir par l'individualisme de votre génération et de votre sociologie. Il faut aussi voir l'intérêt général, il faut être un citoyen et non pas seulement un individu. Je sais que vous avez du mal parce que vous avez été éduqué comme ça, que c'est le produit de votre génération et que c'est le produit de votre sociologie. C'est pas une question. Si, je connais très bien et votre génération et votre sociologie. Vous en connaissez peut-être plus sur... Non, je vous assure, que vous. Je connais bien. Donc, il faut voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que le mariage, c'est un homme et une femme depuis l'aube de l'humanité. Si ces gens veulent vivre ensemble, moi, je ne vois aucun problème. Je suis pour la liberté absolue. Mais pas de mariage. Mais le mariage, je trouve ça superflu, surtout qu'en fait, je vais vous dire, au-delà des cas individuels, qu'est-ce que ça a été ça? Ça a été le moyen, justement, pour les théoriciens de LGBT de casser ce qu'ils appellent le modèle hétérosexuel. C'est ça. Moi, j'ai lu Éric Fassin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est le grand idéologue des lobbies LGBT. Et lui explique ça très bien. Casser le modèle hétérosexuel. C'est ça l'objectif. C'est un objectif idéologique. Vous voyez, c'est pas un objectif de rendre heureux des gens. Ça, ils s'en moquent complètement. Éric Zemmour, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que vous considérez que vous aboliriez la loi si vous étiez président de la République? Ça veut donc dire démarier des gens ou interdire désormais les mariages? Vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. J'ai d'autres priorités. Je n'ai pas le temps. Voilà. On va pas démarier les gens, on va pas... Tout ça, moi j'ai un objectif, c'est lutter contre le grand remplacement et je veux m'atteler à cela. Alors, assurons les choses clairement, nettement. Demain, vous êtes président de la République, le mariage... Je ne démarie pas les gens. Mais est-ce que les gens pourront encore se marier? Mais je n'abolis pas la loi. Donc, ça ne bouge pas. Mais je dis ce que j'en pense, voilà, c'est tout. La plus grande crise qui arrive est celle écologique. Vous, président, que feriez-vous en matière d'écologie? D'abord, moi, je pense que la plus grande crise qui vient est la crise migratoire et la crise démographique en France qui voit le peuple français être remplacé par un autre peuple et par une autre civilisation. Pour moi, c'est la crise la plus grave qui nous menace, nous, Français. Et où l'écologie peut en avoir une responsabilité. L'écologie, si vous voulez, je pense d'abord qu'il y a effectivement une crise, qu'il y a un réchauffement climatique, mais... Il y aura des conséquences sur les réfugiés. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut se préparer, justement. Et c'est pour ça qu'il faut être très ferme et qu'il faut dire à ces gens qu'on ne les recevra pas.
d'avance. Parce que sinon, effectivement, il va encore avoir des millions de gens qui vont venir chez nous. Donc, en matière d'écologie, c'est simple. Moi, je crois que nous avons l'énergie la plus décarbonée, qui est le nucléaire. Première chose. Deuxièmement, je suis pour le développement des circuits courts, au maximum les circuits courts. Localisme, merci. Voilà. L'écologie, c'est un sujet qui inquiète beaucoup de jeunes, justement. On sait que demain, par exemple, il y aura une manifestation, justement, des jeunes pour le climat, une grève pour le climat. Est-ce que vous les soutenez ? Je ne soutiens pas les mouvements qui manifestent, je ne soutiens pas ces gens, ces écologistes, je ne soutiens pas ces Verts. C'est pas les Verts, c'est une Non, mais c'est la jeunesse même engeance, c'est toutes ces associations. Vous faites des généralités. Gens, en fait, d'extrême En fait, vous partez d'un point, de quelques exemples sur une généralité. Encore une fois, ces manifestations, je les ai couvertes, monsieur Zemmour. Je fais de la politique. Oui, mais moi, je suis et sur le ces terrain. gens-là font de la politique, ils endoctrinent les jeunes. Pas forcément. Et sur à le l'école, terrain, on a vu beaucoup de témoignages, notamment sur Brut et ailleurs, de jeunes qui sont là et qui veulent juste que les politiques s'emparent du sujet climatique. Ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour celle de leurs enfants. D'abord, la peur pour leur avenir, c'est tout à fait légitime. Moi, je leur explique à ces jeunes que leur avenir, si je ne suis pas élu, sera islamique, et que ça sera très grave, et qu'ils ne pourront plus être libres, ils ne pourront plus les femmes ne pourront plus s'habiller comme elles veulent, les garçons devront se soumettre. Pourquoi vous revenez toujours sur... Parce que c'est le plus important pour moi. Mais il y a aussi d'autres choses. L'écologie, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, il y a le rapport du GIEC. Je vous répète, ces jeunes, si vous voulez, j'ai vu les programmes scolaires, et on leur parle d'écologie tous les 4 matins. Dans les programmes, il n'y a que ça. Le développement durable, l'écologie. Alors c'est plutôt une bonne chose à la base. On avait parlé ensemble, c'est pas vrai. Hein. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Non, mais moi je vous dis. Excusez-moi, j'ai eu 3 enfants. Et moi j'ai enseigné très longtemps l'histoire géo, ce n'est pas vrai. Écoutez, vous avez tort, vous avez étudié, vous avez enseigné quand l'histoire géo? Non, mais je l'ai enseigné. Non, il n'y a pas 1000 ans, et j'ai eu des enfants au collège et au lycée qui y sont encore. Et ben, je peux vous dire que ce ne sont pas les. Alors vous n'avez pas vu les mêmes livres que moi, c'est bizarre. Vous n'avez pas peut-être la même sensibilité que moi. Moi, j'ai connu des programmes où on apprenait la géographie physique, voyez-vous. Et ça, c'est vrai que ça a disparu. Merci. Mais en SVT, on en fait encore un petit peu. Vous vous rendez compte, en SVT de la géographie? Oui, parce que c'est aussi ça. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que je sais que ces jeunes craignent les réchauffements climatiques, etc. Je les comprends très bien. Est-ce que vous partagez leurs craintes? Je partage jusqu'à un certain degré leurs craintes. Je pense que nous devons faire ce qui est de notre devoir, c'est-à-dire, je vous le répète, le nucléaire, qui est l'énergie la moins carbonée, les circuits courts. J'ai prévu des plans pour une filière de recyclage des plastiques, pour lutter contre les terres qui sont polluées. Vous voyez, il y a des choses à faire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc vous n'êtes pas climato-sceptique? Non, je ne suis pas climato-sceptique. Alors on avance avec Rémi. La question, la précarité étudiante, notamment, on a vu, notamment pendant la période du Covid, ces files d'attente extrêmement importantes de jeunes qui n'avaient pas de quoi se nourrir, se vêtir, même parfois aussi, de payer leur loyer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre cette précarité? Vous avez raison, les jeunes ont beaucoup souffert de cette période. En particulier parce qu'ils étaient visés par des règles qui ne les concernaient pas en vérité. Je veux parler des confinements du Covid, des règles qui ne les concernaient pas, car c'était pour protéger les plus anciens. On aurait pu se débrouiller autrement, de façon moins de restrictions. Moins de restrictions pour eux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il fallait, pour les jeunes précaires. Mais bon, et donc ils ont beaucoup souffert, ils ont été enfermés alors que eux ils ne risquaient rien. Enfin, vous voyez, je n'ai pas très bien compris ces surréactions partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Mais bon, on va avancer. C'est-à-dire que clairement, vous, président, les jeunes, les jeunes précaires, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je pense que les jeunes sont les premières victimes, de l'effondrement de l'école. Je pense que ça compte. Qui souffrent parce que l'école n'est plus au niveau qu'elle était, et je pense que les jeunes en souffrent, et c'est pour ça que j'ai toute une réforme scolaire pour restaurer une école digne de ce nom, et c'est très important. Deuxièmement, le rapport avec un gamin qui fait la queue. Attendez, non, vous avez raison, mais je ne vais pas être là dans une mesure. Deuxièmement, ils souffrent de la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes souffrent d'une insécurité terrible. Ils sont agressés en permanence, et c'est important. Donc, je ferai un plan. Mais c'est important parce que ça concerne les jeunes. Oui. Après, vous avez raison, la précarité. Pas à la question de la précarité. Non, tout à fait. Précarité, il y a d'abord la précarité des étudiants et Parlons d'eux. Parlons de ces gens-là. Ah, très bien. Alors, les étudiants,
Si vous voulez, je pense effectivement qu'il faut les aider, il faut trouver des solutions pour qu'ils se nourrissent correctement. On pourrait imaginer, par exemple, des aides ponctuelles si on a vraiment des problèmes de nourriture, dont ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire des jeunes qui font la queue et tout. Donc ça, je vous avais tout à fait raison, mais c'est des aides ponctuelles. Maintenant, je pense que le problème majeur, c'est un problème d'adéquation entre éducatif et professionnel. Pardonnez-moi, on parle d'étudiants là. Hein. Oui, bah c'est pas après. Hein. Justement. C'est pas après. Non, justement. Je pense que beaucoup de jeunes sont mal dirigés. Au-delà de l'urgence. Vous voyez, il y a l'urgence, vous avez raison, il faut la traiter. Mais on la traite de façon ponctuelle, avec des aides, etc. Mais au-delà de l'urgence, je pense que les jeunes étudiants, beaucoup sont mal dirigés, qu'il faudrait développer l'apprentissage avant. Vous voyez, qu'il faudrait, comme nous allons le faire, en supprimant le collège unique, pour qu'ils trouvent un métier plus vite, plus tôt dans leur développement. Je pense que, voilà, et qu'ils deviennent apprentis, qu'ils puissent avoir un métier. Je favoriserai l'apprentissage, je réduirai, voyez, les charges sociales. Si je résume, et après on va avancer, en gros, la précarité des étudiants, le problème c'est qu'ils sont encore étudiants. Bah non, je dis pas ça. C'est un peu ce que vous avez dit. Non, je dis qu'il faut bien faire attention à ce que ces jeunes ne n'aillent pas dans des filières encombrées qui ne donnent rien. D'accord. Voilà. Vous pouvez avancer. Après, ils ont le droit d'être étudiants, évidemment. Et de faire leur choix comme ils l'ont. Évidemment. Alors, comment comptez-vous obliger les pays qui refusent de reprendre les immigrés que vous voulez leur renvoyer à les reprendre? Bon, oui, j'ai compris. Écoutez, effectivement, nous avons beaucoup de pays qui refusent de signer les fameux laissez-passer consulaires qui reprendraient leurs clandestins, ce qui explique qu'on ne renvoie quasiment personne. Moi, je pense qu'il faut faire deux choses. La première, il faut supprimer ce qu'on appelle les pompes aspirantes. C'est-à-dire que les gens de ces pays ne viendront plus si on supprime l'AME, l'aide médicale d'État, si on supprime le droit du sol, c'est-à-dire que quand leurs enfants naîtront en France, ils ne seront plus français, si on supprime les allocations sociales aux étrangers, comme je le ferai, si on supprime le droit automatique au regroupement familial, comme je le ferai. Donc ça, c'est une première chose, de tarir les flux. Deuxièmement, pour les reprendre, pour répondre à la question, il faut absolument faire pression sur ces États. Il y a différentes manières. D'abord, supprimer l'aide au développement, puis bloquer les visas de tourisme de tous les gens de ces pays, y compris les dirigeants. Puis, si on monte encore, s'ils ne veulent toujours pas reprendre leurs clandestins, et d'ailleurs les délinquants que je leur renverrai de leur pays, de leur nationalité, on peut saisir les biens qu'ils ont en France. Beaucoup de ces dirigeants ont des biens en France. Il n'y a aucune raison qu'on leur fasse de cadeaux. Et enfin, si ça ne suffit pas, je bloquerai les fonds envoyés par les immigrés d'ici à leurs familles là-bas par la Western Union. Mesure qui finalement fait en sorte que des familles sur place souffrent et qu'elles n'ont rien à voir avec les personnes... Vous avez raison, mais les Français souffrent aussi. Et moi, je suis là pour protéger les Français. On fait souffrir d'autres personnes parce que certaines souffrent, entre guillemets. Mais leur gouvernement a qu'à reprendre ces clandestins et plus personne ne souffrira. Il n'y a pas que les clandestins dans votre projet de rémigration. Il y a l'idée de renvoyer des étrangers dits délinquants dans leur pays d'origine. Pourquoi dit délinquant? Délinquant. Alors, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Ah, pardon. À quel endroit commence la délinquance selon vous? Quand on est condamné. Mais condamné à quoi? Par exemple, voler un vélo, c'est retour dans le pays d'origine? C'est une très bonne question. Tout délit pour un étranger, il sera renvoyé dans son pays d'origine. Pour quelqu'un qui a la double nationalité, à un crime, il sera renvoyé, il sera déchu de sa nationalité française et il sera renvoyé. Et à 3 délits, il sera déchu de sa nationalité et il sera renvoyé. Comment vous êtes arrivé à ça? Comment je suis arrivé à ça? Oui, c'est quoi de grille de sanction et de... Il faut bien une grille. Oui, mais ça vient d'où? Enfin, qui est-ce qui a nourri ça idéologiquement chez vous? Mais c'est très simple. Je pense qu'un étranger doit bien se comporter chez nous. On l'a reçu, on l'a nourri, on l'a aidé, on a mis ses enfants à l'école, on lui a donné même des aides sociales. Et que si vous receviez quelqu'un chez vous et que vous fassiez tout ça, et qu'après il saccage votre appartement et qu'il vous agresse ou il agresse votre fils ou votre fille, qu'est-ce que vous feriez? Vous le mettriez dehors. Et bien c'est ce que je fais. Le terme de rémigration, pendant longtemps, vous l'avez refusé. Pourquoi tout d'un coup, vous l'avez accepté, mais en plus, vous en faites un ministère? C'est pas que je l'ai refusé, c'est que
je ne voulais pas rentrer dans cette polémique-là, oui, alors dans cette discussion-là. Polémique. Mais parce qu'il n'y a pas à refuser certains mots. Il y a pas. Vous savez, quand j'ai parlé de grand remplacement, on m'a dit exactement la même chose. C'est un mot utilisé par l'extrême droite, par la droite identitaire, etc. Ce qui est vrai. Ben oui, mais vous avez vu non, les sondages. Ce qui est vrai. Oui, très bien. Mais vous avez vu les sondages. Non, mais peu importe, c'est vrai. Alors, 67% des Français pensent, et je vais vous dire, on aura la même chose. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir avec les premiers sondages qui vont sortir que plus de 60% des Français pensent que c'est très bien. La remigration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le renvoi des étrangers qui ne sont plus désirables en France. C'est tout. On enchaîne. Allez-y, je crois qu'il y a une nouvelle question. Pardon. Bonjour, M. Zemmour. Si vous permettez, j'ai une question. Je travaille comme tous les Français, je paye mes impôts, les mêmes taxes, les mêmes TVA. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez des droits de vote des étrangers au niveau local. Merci. Je suis contre le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le droit de vote est lié à la citoyenneté française. Il n'y a aucune raison qu'un étranger vote. Et moi, je vais plus loin. Je pense que, comme je l'ai dit, un étranger n'a pas non plus droit aux aides sociales de la solidarité nationale. Et donc, avec moi, il ne les aura plus. Et Même s'il cotise ? Ah, c'est pas la même chose. Vous savez, vous savez très bien, il y a la sécurité sociale, c'est-à-dire qui correspond à une assurance. Vous avez raison, on cotise et donc on a le droit à la santé, à le remboursement de la santé, la retraite, etc. Ça, je ne touche pas. Je parle des allocations sociales qu'on appelle dans le jargon technocratique non contributives, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas de cotisation sociale. Le RSA, l'allocation logement, les allocations familiales, qui sont financées par le budget de l'État, voilà, par les impôts des Français. Donc, voilà, ça, oui. Vous savez, je suis assez vieux, contrairement à vous, moi j'ai connu dans les années 70, 80, à peu près jusqu'aux années 90, il y avait des prestations sociales réservées aux Français. C'est même dans le code de la sécurité sociale. La solidarité nationale, vous voyez, ce qui est réservé aux nationaux. Et puis à partir des années 90, il y a eu un basculement. On a volontairement plus fait de distinction entre citoyens nationaux et étrangers. C'est dans le cadre de l'Europe, il y a eu toute une idéologie là-dessus. Donc vous voulez la réintroduire. Exactement. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Zemmour. On aimerait bien savoir avec mon collègue si le vivre ensemble est possible en France, selon vous. Le vivre ensemble. Non, mais cette expression d'abord, elle est déformée, elle est dévoyée. Je ne veux pas faire un cours, mais elle est tirée d'un texte célèbre d'Ernest Renan sur Qu'est-ce qu'une nation, qui disait si l'on s'approprie l'histoire de son pays, si on s'assimile, en gros, on va pouvoir vivre ensemble. Et c'était un verbe et non pas un substantif. Et en plus, c'est le fameux plébiscite de tous les jours. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut vivre ensemble, quelle que soit son origine, sa religion, etc., que si on a, et c'était le sens du texte de Renan, que si l'on adopte des mœurs communes, une histoire commune, des modes de vie communs. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On appelle vivre ensemble la possibilité de vivre côte à côte avec des mœurs et des modes de vie et des histoires et des héros différents. Moi, je crois que ce n'est pas possible. Quand vous pointez du doigt des gens qui n'ont pas des prénoms dits français, est-ce que vous ne pensez pas justement ce vivre ensemble, vous le touchez, vous pointez du doigt des gens qui sont... D'abord, je ne pointe du doigt personne. Je dis simplement qu'il y avait une loi qui imposait des prénoms français. C'était la loi, jusqu'en 1993. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui... Attendez, est-ce que vous êtes d'accord pour respecter la loi? Ça, c'est une première chose. Si on ne respecte pas la loi, on parle d'autre chose. Mais d'abord, il y avait une loi. On va parler de la loi dans un instant. Et ensuite, cette loi n'était pas respectée pour les gens qui sont nés avant 1993. Deuxièmement, depuis, je pense que, je vous répète, pour moi, vous pouvez être en désaccord, vous pouvez être multiculturaliste, vous avez le droit. Mais vous avez le droit. Moi, je ne suis pas d'accord. Le sujet n'est pas mon opinion personnelle, c'est juste quelque chose de factuel. Non, mais c'est pas grave, vous avez le droit à une opinion personnelle. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, c'est juste de savoir, de se dire que les gens qui sont parfaitement intégrés dans la société, qui peuvent avoir la société française, qui ont des prénoms à connotation ou des prénoms étrangers, vont se sentir pointés du doigt. Est-ce que dans une campagne où justement les sujets ça vole pas toujours très haut, est-ce que dans une campagne où justement il y a des questions peut-être plus importantes de pouvoir d'achat, faire une semaine dessus avec les conséquences que vous savez derrière, c'est-à-dire le débat public. D'abord, c'est vous qui estimez ce qui est important ou pas.
Moi, je n'ai pas le même mis dans le notion de débat public l'importance. et vous savez Oui, mais bien sûr. Mais moi, je n'ai pas la même. trop bien mais pour l'appareil moi, c'est médiatique important. pour savoir comment ça se passe. Pour moi, c'est important. Pour moi, C'est pas cette anodin. histoire de prénom, c'est pas anodin. C'est le symbole de la défrancisation. Voilà. Je vous le dis, c'est le symbole de la défrancisation. Donc, je pense qu'il faut refranciser les Français et les étrangers. Est-ce que c'est vraiment une priorité quand on voit la situation actuelle dans notre pays, la guerre au port de l'Europe, le pouvoir d'achat? Pour moi, le plus important, c'est le remplacement du peuple français par un autre peuple. Vous pouvez me dire qu'il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. On peut être soucieux de la fin du mois et d'être aussi soucieux de la fin de la France. Hein, c'est pas une question d'un prénom qui permettra de changer quelque chose. C'est un symptôme. Vous êtes une jeune fille, vous appelez Laïla. C'est un symptôme. Quand on n'appelle plus ses enfants avec des prénoms de l'histoire de France, de la tradition française, des mœurs françaises, ça veut dire que l'on ne veut pas vivre selon les schémas et le mode de vie des Français. Éric Zemmour, c'est tout ce que ça veut dire. C'est clair. J'aimerais entendre votre précision sur une phrase que vous avez prononcée au journal de 20h de TF1 en décembre 2021, au moment où vous avez annoncé votre candidature. Vous avez appelé, j'appelle, tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam qui impose un code juridique et politique. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour vous, un bon musulman n'est plus un musulman ? Non, ce n'est pas exactement cela. D'abord, j'appelle effectivement tous les musulmans à s'assimiler, comme les générations d'immigrés dans le passé l'ont fait. Les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Russes, etc. Et à renoncer à l'islam comme un code juridico-politique. C'est pas comme ça que vous l'avez prononcé. Si, c'est comme ça, bien sûr. Mais bien sûr, parce que l'islam, c'est deux choses. J'ai déjà dit, expliqué ça 1000 fois. L'islam, c'est une foi, c'est une pratique, mais c'est aussi ce que j'appelle là un code juridique politique, c'est-à-dire une loi, ce qu'on appelle la charia. Par exemple, exécuter les homosexuels. Par exemple, enfermer les femmes sous un voile. Par exemple, ne pas se méfier des chrétiens et des juifs, voire les combattre. Tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, c'est dans l'islam. C'est dans les hadiths, qui sont les grandes histoires de Mahomet, qui est le bel exemple. Tout cela, c'est de tout cela dont les musulmans doivent se défaire pour devenir français. Sinon, il y a incompatibilité entre l'islam et la République française. Donc j'appelle les musulmans, oui, à avoir une pratique de l'islam compatible avec la France, les mœurs de la France, etc., comme l'ont fait les autres, comme l'ont fait toutes les générations d'immigrés. Ce n'est pas, en clair, ce n'est pas à la France de faire des accommodements raisonnables avec l'islam, c'est à l'islam de faire des accommodements raisonnables avec la France. Je ne dis pas autre chose. Et s'ils font cela, mais parce que je pense qu'ils peuvent le faire, et qu'il y en a déjà qui ont commencé à le faire, en particulier les Kabyles l'ont fait très bien. Donc ils peuvent le faire. Tous ceux, donc ils peuvent le faire, évidemment. Et donc là, ils seront mes frères, comme tous mes compatriotes. Ça, c'est intéressant parce que chez les identitaires, c'est un vrai problème, une différence avec vous. Ils considèrent que l'assimilation, c'est une erreur, une hérésie, c'est impossible. Ils sont encore dans le choc des civilisations. Mais le choc des civilisations n'est pas incompatible avec l'assimilation. Vous vous trompez. Ah, c'est pas moi qui dis ça. On peut changer de civilisation. Moi, je suis né, mes ancêtres sont nés dans une civilisation arabo-musulmane, et on est en France, on est venu dans la civilisation française. On s'est assimilé à la civilisation française. C'est exactement ce que je demande aux Français de confession musulmane. Alors, voilà. Dernière petite question. Ça n'a rien d'extraordinaire. Dernière question. Est-ce qu'un président doit avoir un casier judiciaire vierge ? Si c'est à moi que vous faites référence, un peu. J'estime que moi j'ai été condamné pour défendre mes opinions, et en plus la justice est instrumentalisée par des associations qui veulent me combattre politiquement et qui n'ont pas le courage de me combattre politiquement parce que le peuple est d'accord avec moi, et qui utilisent la justice pour faire mine que je suis condamné par la justice. Mais je n'ai volé personne, je n'ai pas arraché le sac d'une vieille dame. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vous fait dire que le peuple est d'accord avec vous ? Les sondages. Les sondages justement sont en dessous de 10%. Non, d'abord je suis pas en dessous de 10%. Pas pour certains, si. Non. Non. Et deuxièmement, moi je vous parle des sondages sur les thèmes. Voilà. Quand on demande aux Français si l'islam est dangereux pour la République française, s'il y a trop d'immigrés, si le grand remplacement nous menace, là, il y en a entre 60 et 70% des Français qui sont d'accord avec moi. Juste Éric Zemmour, j'ai une toute dernière question. Sur la rémigration précisément, si un étranger en situation légale en France, mais un étranger en France est accusé pour liberté d'expression, est-ce qu'il est rémigré ? Non, il ne sera plus accusé pour liberté d'expression. Moi, je respecterai la liberté d'expression. Donc il n'y aura plus de loi. Il n'y a plus de loi sur la liberté d'expression. On dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut en France.
Mais il n'y a plus de cadre légal à ça. Ça vous choque qu'on ne dise plus, qu'on ne dit pas, qu'on ne Non, pense pas. c'est juste une évolution de la loi. Non, non, mais moi, vous savez, plus de négation de crimes contre est-ce que vous savez, aux États-Unis, il y a le premier amendement qui fait respecter la liberté. Je trouve ça très bien. Donc on devient américain, c'est étonnant de votre part. Bah, vous voyez, il faut prendre ce qu'il y a de bien dans les Américains. Merci. Merci à vous. C'est à vous.